Je veux d'abord en vous remerciant de votre incroyable patience, vous recommander la lecture d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Les plantations Michelin au Vietnam ». C'est un document sur les plantations Michelin en Indochine, comme on disait à l'époque, et des événements ultra graves qui se sont passés entre les deux guerres mondiales. Je vous le recommande vivement. C'est un document passionnant, il faut bien dire, émouvant. Vous pouvez le commander à Carola, qui est assise là, voilà. Je suis juste la traductrice d'un texte, et il s'avère qu'en fait, c'est l'histoire de la première cellule communiste en Indochine en 1930 dans une plantation Michelin. Donc ça nous concerne, nous, le monde et clairement. Eh bien, bravo pour ce travail. Merci. Bon, Pierre, on va donc parler de Louis Aragon, que vous avez bien connu. Enfin, voilà, après avoir parlé de Pierre Juquin, voilà, Louis Aragon. Donc, le premier tome de cette biographie, je dis bien immense, qui est sorti au mois de novembre dernier, et le deuxième tome, sorti la semaine dernière, qui raconte la vie d'Aragon de 1939 et ses engagements, bien sûr, jusqu'à sa mort en 1982. Si on veut faire un résumé rapide du premier tome, rapide, Aragon, ça, c'est quoi? C'est un enfant de la bourgeoisie, c'est ça? Élevé dans la grande bourgeoisie, qui s'engage dans le surréalisme, qu'on trouve sur le front de la guerre 1914 comme médecin auxiliaire, parce qu'il était destiné à faire des études de médecine. C'est les femmes, Aragon et les femmes et la rencontre avec Elsa Triolet. C'est aussi ces années 30, c'est la guerre d'Espagne, c'est 1934 avec les émeutes qui sont le résultat de bien d'autres choses. C'est des personnages qui croisent, c'est André Breton, c'est Drieux-La Rochelle qu'on retrouvera dans le deuxième tome. C'est aussi ses premiers voyages à Moscou. Et là, on est en 1939, et il se dit, il va falloir recommencer à se battre contre les Allemands. Il y a 20 ans qu'on a terminé, et il faut remettre ça. Et il va être engagé très vite, mais il fait partie, je pense, des gens qui sont surveillés, puisque le Parti communiste est l'objet les militants, les responsables, enfin, d'une chasse, vraiment. C'est ça, ça commence comme ça, dans le cadre du pacte germano-soviétique que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors vous pouvez en dire un mot de cette chasse aux militants et aux dirigeants communistes en 39-40 donc. Je mets d'abord occasion de remercier Jean-Marc Milanvois, car il y a eu un moment, il est un peu le représentant de l'éditeur en Auvergne, il fait beaucoup de traductions importantes pour eux, etc. Et il m'a suivi dans toute la rédaction, la préparation de ce livre. Et dans le deuxième tome, à un moment, j'en avais assez. Et puis ça touchait des périodes que j'avais vécues. C'était un peu douloureux. Il m'a brillamment et efficacement remonté le moral. Il a même eu une idée. Ah. Il m'a dit. Qu'est-ce qui a dit c'est rare ces phrases? Je ne voulais pas vous faire rire. Il m'a dit, mais il faudrait faire quelque chose sur Jean Ferrat, parler de Jean Ferrat. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. Mon éditeur, apparemment, pas du tout, puisqu'il a oublié le chapitre quand il y a eu les corrections. Et puis, parce qu'au départ, les deux volumes devaient paraître ensemble. Et l'éditeur ayant décidé de les faire paraître pour des raisons purement financières, de façon décalée dans le temps, assez rapprochée, il m'a dit, si vous aviez une idée pour faire le tissu conjonctif entre les deux tomes, ouais, il dit, tiens, j'ai rédigé, à partir du chapitre sur Jean Ferrat, un petit prélude à propos de Jean Ferrat. Voilà. Alors, merci. Oui. Simplement sur pourquoi j'ai ma modeste contribution dans cette affaire, c'était surtout de persuader Pierre d'aller au bout.
Parce qu'il y a des moments, il en avait marre, puis il me disait, ça intéressera personne de toute façon, tout ça. Et donc, c'était ce travail énorme, on l'a dit. Et puis moi, j'apprenais énormément. Chaque fois que je découvrais un nouveau chapitre, je disais, mais c'est passionnant, ce type, Aragon, c'est un roman. Et c'est vrai, Ferrat, moi j'ai connu Aragon, surtout au départ, par Jean Ferrat, les chansons de Ferrat. Et pour moi, c'est celui qui a mis Aragon, alors il y a Ferré, bien sûr, et bien d'autres, mais c'est surtout lui qui a mis Aragon dans les vers d'Aragon. Il l'a donné au peuple, comme ça. Alors, il a écrit, je sais pas, il y a 8 pages sur Aragon, tout à fait au début. C'est sublime, c'est l'écriture de Pierre. Il a dit sur Ferrat exactement ce qu'il fallait dire, ce qu'on sait pour ceux qui l'aiment beaucoup, ce qu'on a pu ressentir de ce chanteur, on va dire. Alors donc, on reprend le pacte germano-soviétique, l'ambiance 1939 et ce qui se passe pour les communistes. Là. Et Aragon, donc, évidemment, qui est en première ligne. Je peux peut-être dire quelque chose d'un peu plus général qui nous évitera d'entrer dans le détail. Vous verrez en lisant si vous le voulez bien. Il y a trois périodes de notre histoire contemporaine qui ne sont pas encore vraiment étudiées par les historiens et qui sont largement occultées dans la mémoire nationale. C'est la guerre d'Algérie, mais les choses se sont ouvertes depuis peu, en particulier grâce à l'historien Benjamin Stora, mais d'autres aussi. C'est quelque chose qui vient maintenant. Et on a pu faire des réunions de témoignages l'an dernier, les années précédentes. Voilà, ça se débloque. Il y a encore beaucoup à dire. L'autre période qui a été très longtemps occultée complètement, ou mythifiée, et qui commence à s'ouvrir, c'est de 1940 à 1944, l'époque du gouvernement de Vichy, Pétain. Il faut dire d'ailleurs que c'est un historien américain, Paxton, qui a ouvert les archives qu'aucun historien français n'avait ouvertes, et qui a dit, mais dites donc, vous ne connaissez pas votre histoire. Il a pris ce simple exemple, entre autres. Pétain a promulgué les lois contre les Juifs avant que les Allemands lui demandent. Et à un moment donné, les Allemands ont même dit, il ne faudrait pas qu'ils fassent trop fort parce que ça va nous mettre toute la population à dos. Voilà. Donc là, un débat est ouvert. Il y a des films, il y a des archives, il y a des travaux qui se font. Il vient d'y avoir un film sur Pétain par des gens qui sont producteurs basés à Vichy, qui est très intéressant, qui a été montré je ne sais pas combien de fois sur la 2. Ça se débloque, mais il reste encore beaucoup à chercher. Par exemple, toute la dimension économique du pétainisme est totalement ignorée pour cause. Leurs enfants sont encore là. Je parle des grands patrons qui ont proposé, par exemple, à Hitler de faire de l'Ukraine une terre fertile que les paysans français sauraient cultiver. Il y a des choses inouïes qui se sont produites. Et la charte du travail, etc. Donc, il reste encore beaucoup à travailler là-dessus, y compris de façon contradictoire. Je parle d'historien, pas de propagande. Puis il y a une troisième période. Alors celle-là, on ne sait même pas que c'est une période de notre histoire. C'est depuis Munich, octobre 1938, jusqu'à la capitulation de l'Assemblée nationale issue du Front populaire et du Sénat, le 10 juillet 1940, au casino de Vichy, donnant les pleins pouvoirs à Pétain et abrogeant de facto la République. Alors ça, c'est une période non étudiée, ou très peu étudiée. Or, il y a des archives. Le ministre de l'Intérieur, un autre, pas celui d'aujourd'hui, m'avait autorisé, à titre exceptionnel, parce que là, on est devant des lois qu'on comprend très bien, s'il y a encore des gens vivants, ou des descendants directs, avoir des archives du ministère de l'Intérieur, c'est fabuleux, enfin j'emploie un mot fabuleux, c'est-à-dire on découvre une quantité de choses qu'on peut pressentir. Par exemple, toutes les lois de Pétain dans les premières années contre les communistes, les francs-maçons, les résistants, sont prises en vertu de décrets-lois qui ont été promulgués par Daladier et un ministre qui s'appelait Serrol, ministre de la Justice, qui était socialiste, entre Munich et 1940.
C'est des choses effarantes. Alors, bon, maintenant, c'est loin, c'est notre histoire, ça pèse sur certaines consciences, il faut ouvrir cette mémoire aussi. Et je souhaite que des historiens le fassent. Alors, il y a une historienne, il y a peu de temps, qui a publié un livre énorme, où elle relève beaucoup des procès-verbaux, des rapports, des renseignements généraux. C'est passionnant parce que c'est la vue de la police qui nous apprend sur la cagoule, les croix de feu, etc. Des choses formidables. Mais la méthode historique n'est pas bonne. Il faut croiser les sources, il faut critiquer, il faut prendre du recul. Mais on voit qu'il y a des stocks de matériaux énormes. Il doit y avoir dans les archives allemandes, les archives russes, etc. Je crois que nous avons vraiment la nécessité d'aborder ces trois périodes, et notamment la dernière que je viens de nommer, qui est la première dans l'ordre chronologique, 1938-1940, parce que ça pèse beaucoup sur les destinées de la France encore aujourd'hui, même si, comme le disait très justement Jean-Marc, la Terre a beaucoup tourné depuis. Et peut-être que ça permettrait de mieux se retrouver dans certaines situations. Nous avons vécu des moments épouvantables dans cette histoire. Par exemple, si je vous demandais qui était le secrétaire national du Parti socialiste en 1939-1940, personne ne le sait, parce que dans les histoires du Parti socialiste, il n'est pas nommé. Mais il a été actif, il est devenu collabo. Des communistes aussi sont devenus collabos, mais très peu nombreux. Il y en a eu quelques-uns. Il faut regarder tout ça. Le ministre du Travail de Pétain, qui proclame la charte du travail, s'appelle René Belin. C'est un ancien secrétaire national de la CGT, qui est au congrès de la CGT, où la CGT s'unifie, en 1936 à Toulouse. Nous avons à étudier tout ça à fond, et voir quelle était l'opinion publique, d'autant plus que tout ne sera pas absolument négatif. La France est le seul pays en Europe où la population n'a pas été majoritairement favorable aux lois antisémites. Même il y a de nombreux historiens aujourd'hui, dont Henri Rousseau, qui pensent que quand Pétain a pris des lois antisémites plus poussées, plus graves, que les arrestations ont commencé, la désaffection à l'égard du régime de Vichy a commencé, ou s'est affirmée. Donc, c'est une histoire complexe. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont troublés. À Vichy, il y a des gens qui ont donné des témoignages pour le film dont je parlais, où ils disent « Oh, mais Pétain était un homme très bien, etc. » Mais bon, il faut interroger ces gens-là avant qu'ils meurent. Voilà, je le dis parce que mon histoire d'Aragon se situe en partie là-dedans. Et il a écrit un immense roman, un roman fleuve, qu'il n'a pas achevé, qu'il appelle « Les communistes », et qui raconte cette période. C'est le seul document d'ensemble qu'on a sur cette période. Mais c'est un roman. Et c'est un roman passionnant, hein, c'est qui fait partie... Passionnant, on peut dire. Oui, je ne sais pas si c'est un bon roman ou pas, il existe. Et oui, il est intéressant de lire. Et on y découvre une masse de choses, mais qu'il faut cribler, vérifier, comparer avec les sources. Parce que c'est un roman, ça a été écrit comme tel. Mais il y a dedans beaucoup de choses historiques. Et ça nous donne un tableau de notre histoire qui n'est pas du tout pour cette période celui qu'on a en tête habituellement. Voilà, je voulais dire ça parce que là, je lance un appel à historiens. Il y a vraiment un travail à faire par des équipes, ça demandera des années. Il y a des archives. Il y a des archives considérables. Il faut aller les voir. Moi, j'ai vu tous les interrogatoires des députés, tous les communistes. Alors, les communistes ne sont pas au vote des pleins pouvoirs à Pétain, à Vichy. Ils sont soit dans la clandestinité, soit en prison. J'ai vu les interrogatoires des députés communistes par le capitaine de Massiac. C'est extrêmement intéressant. C'est un croix de feu, ce type-là. Il pose des questions dans un esprit fasciste. Et on voit Waldeck-Rochet, Billou, etc., qui lui répondent. Tout ça est très intéressant. Voilà. Et j'ai voulu aussi, en écrivant le deuxième tome, ça m'a encouragé à aller au bout, évoquer cette question. Il est temps, je ne dirais pas que les bouches s'ouvrent, mais que les études historiques s'ouvrent.
Oui, et dans la biographie, précisément, c'est dans un contexte toujours historique. En même temps, on voyage dans le siècle avec Aragon et on découvre aussi, on se remémore notre histoire. Alors, on peut revenir à cette chasse aux communistes ? Le pacte germano-soviétique et les interrogatoires, etc. C'est ce qui se passe, et puis après, on verra l'engagement, si vous Très voulez. rapidement, puisqu'on en a parlé du pacte germano-soviétique, sommairement. Ce que je peux dire, c'est que Aragon, au moment du pacte germano-soviétique, publie des articles. Il est directeur d'un journal qui s'appelle Ce Soir, qui concurrence Paris Soir. C'est un journal du Front Populaire. C'est une bête de presse, Aragon. Entre autres choses, c'est un journaliste considérable. Oui, il a dirigé ce journal dans les années 30. Déjà, oui. Il a fait... c'était extraordinaire. Il écrit plusieurs articles sur le pacte germano-soviétique qui sont en résumé. L'Union soviétique a raison, elle gagne du temps. Et nous, plus que jamais, mobilisation générale contre Hitler. Censuré. On a retrouvé ce qu'on appelait à l'époque dans le mode d'imprimerie la morasse du dernier article d'Aragon, où il appelle à la mobilisation, où il dit pas un soldat français ne manquera à son devoir contre Hitler. Tous unis contre l'agresseur. Tous unis contre l'agresseur. C'est-à-dire le contraire de l'argumentation qui a été utilisée contre les cégétistes et les communistes pour dissoudre leurs organisations, en disant ils collaborent avec Hitler. Alors par la suite, c'est plus compliqué. Pendant la guerre, j'ai retrouvé 2 témoignages, dont l'un de Jean-Paul Sartre, dans une lettre de Jean-Paul Sartre, dans un carnet de Jean-Paul Sartre, qui montre qu'Aragon, pendant la drôle de guerre, c'est cette période de guerre où on ne sait pas si on va se battre avec les Allemands ou si on est en train de préparer autre chose, Aragon aimait l'idée que celle de mon père, la vraie guerre n'a pas commencé. La vraie guerre, ça va être entre Hitler et Staline. Et soyez tranquille, ça va venir. Il fait même un poème, jusqu'à présent, dans son recueil Le Crève-Cœur, qui paraît pendant la Résistance. On ne savait pas comment interpréter ce poème. Mais c'est très clair. Il raconte l'histoire d'Hamlet, la guerre au Danemark, etc. Et il termine en disant « Mais on entend les trompettes de Fortinbras ». C'est l'armée rouge qui se prépare à se battre contre Hitler. Évidemment, quand on a le contexte, on comprend aussi beaucoup mieux les poèmes. Oui, alors là aussi, dans votre biographie, il y a énormément d'extraits de poèmes d'Aragon, d'articles, etc. Et c'est chaque fois une découverte. Parfois, c'est critique d'ailleurs aussi, parce qu'il a fait des bêtises aussi. Vous l'évoquez. Je l'aime bien, donc je lui fais pas de cadeau. et voilà. Donc c'était très important de le mettre aussi. Alors bon, il s'engage donc. Alors il y va contre l'agresseur. C'est une voix un peu qui se fait entendre, et il va s'engager très fortement. Il est mobilisé déjà. Il y a tout un chapitre qui est magnifique. Il est l'un des plus vieux médecins militaires de l'armée française. Plus près du micro, voilà, comme ça. Donc il part au front et il est mis dans un régiment, comme médecin, où on cantonne des communistes espagnols mobilisés comme travailleurs, des suspects, parfois d'extrême, le plus souvent communistes ou cégétistes, pour les avoir à l'œil. Aragon d'ailleurs est inquiet, il dit un jour ils vont me faire un coup de Trafalgar, mais en même temps, c'est très étonnant de la part d'un membre d'un parti qui a été jeté dans l'illégalité. Ils sont interdits, les communistes. Si on diffuse un tract communiste, on va en prison. On a oublié tout ça. C'est très étonnant. Aragon fait des pieds et des mains en utilisant son entre-gens, ses connaissances, son autorité, pour être muté dans un régiment de pointe, d'assaut. Et le gouvernement français, l'état-major, qui ont pas mal de retard en matière militaire, avait constitué déjà 2 divisions mécaniques rapides, qui étaient des unités de chars légères, avec des dragons portés, etc., j'entre pas dans les détails, qui étaient destinées à pousser l'offensive. Et on décide d'en créer une 3e. Il était bien temps. Très moderne, équipée de chars, de canons. Et Aragon fait des pieds et des mains jusqu'à ce qu'il soit nommé médecin militaire dans cette unité d'assaut, de pointe. Il y est, il est nommé. Alors, c'est Aragon, là j'ai toujours vu faire des trucs pareils. Il aimait marcher. T'es un athlète. Et
il emmène ses étudiants, des carabins qui sont mobilisés, il y avait une compagnie de brancardiers, d'infirmiers, etc., et il leur fait faire des marches de 40 kilomètres pour les préparer au combat. Voilà, il va livrer une guerre de 40, absolument étonnante. Il y a la première grande bataille de chars qui a eu lieu dans l'histoire a lieu entre le 10 mai ou le 11 mai et le 14 mai ou 15 mai 40 en Belgique. Stratégie ahurissante de l'état-major français qui envoie en pointe ses divisions de choc en Belgique, qui s'avance sans couverture, sans rien, et qui tombe sur une armée blindée extraordinaire et inflige des pertes énormes pendant 4 jours à l'armée hitlérienne, commandée d'ailleurs par un type qui en 1944 sera pendu par Hitler pour complot contre Hitler. Oui, l'histoire est extrêmement compliquée. Et on voit Aragon dans cette bataille, qui racontera plus tard, avec un courage fou, et même, comme c'est Aragon, un personnage hors norme, il a dans une poche Agrippa d'Aubigné, les tragiques, la France mise à feu et à sang pendant les guerres de religion, dans une poche je ne sais pas quel autre livre, et puis un crayon, un papier, on a encore le papier, avec l'écriture d'Aragon, il envoie à Gallimard une lettre saignante contre son ancien ami Drieux-La Rochelle, en disant « Je viens d'être interrompu, j'ai une ambulance qui brûle, les balles sifflent, je continue !» Il écrit pour dénoncer. Ça, c'est Aragon. Il a la tête ailleurs, et il a aussi dans sa musette les épreuves à corriger de son dernier roman, Les Voyageurs de l'Impériale. Vous voyez que c'est un personnage absolument exceptionnel. Alors, il se replie, personne ne pense que la France sera enfoncée à ce moment-là. Et ils apprennent quelques jours après que les Allemands passaient à côté dans les Ardennes, alors que l'état-major français avait déclaré les Ardennes infranchissables par les chars. Ce qui m'a appris un colonel que j'ai consulté, qui est le chef des services historiques de l'armée à Vincennes, est un mensonge absolu, parce que l'armée française avait fait des exercices militaires dans les Ardennes et les chars français avaient passé. Donc, il y a quand même beaucoup de choses troubles qu'il va falloir éclairer sur tout ça. Voilà, alors, Aragon se retrouve ensuite dans les combats, sa division se bat partout, dans le bassin minier, etc. Arrive à Dunkerque. À Dunkerque, c'est à feu et à sang. Et lui, il rassemble tous les médecins, les brancardiers, etc., en ordre impeccable. Et quelqu'un l'aperçoit, j'ai trouvé ce témoignage par ailleurs, sans le reconnaître, c'est Julien Gracq, dont on a publié il y a peu de temps les Mémoires de guerre. Il était lieutenant dans une autre unité et il aperçoit une unité de médecins militaires et d'infirmiers en ordre impeccable et il rigole, Julien Gracq. Et il ne voit pas son confrère Aragon. Alors que Julien Gracq était un ancien membre du PC qui devait connaître Aragon. Et puis Aragon arrive sur les plages et il attend un bateau. Il est avec les carabins et il leur fait chanter toute la nuit pour tenir le coup des chansons paillardes, des chansons porno, des chansons de carabins. Aragon. Ils embarquent sur un bateau, mais ils demandent, à peine arrivés en Angleterre, à revenir tout de suite sur un autre bateau. Il débarque en Bretagne, enfin, des histoires incroyables. Et il devient le conseiller médecin du général qui commande alors toutes les unités, là, le général Langlois, qui l'aimera bien jusqu'à la fin. Et il se replie jusqu'en Dordogne en se battant tout le temps. Voilà. Et en pensant à Elsa. En pensant à Elsa. Alors il pense à Elsa, il lui envoie des mots. Imaginez-vous que pendant l'offensive allemande, la poste a continué à travailler et que le courrier arrive. C'est ce que j'ai découvert en regardant, parce que les lettres sont tamponnées et elles arrivent. Celles qu'on retrouve aux archives. Et alors, il est cantonné en Dordogne, je ne me rappelle plus le nom du village, et Javerlac, je crois. Et un jour, il est là, et puis avec les officiers, et parce qu'Aragon c'était un officier, il avait un sergent ou un caporal à son service, etc. Cocteau disait, je l'imagine toujours avec une baguette invisible, vous savez, un stick. Il avait de l'allure. Et il est là, ils sont démobilisés, l'armistice est signé, et un planton vient et dit docteur, mon capitaine, une dame demande à vous voir. Alors il s'avance, il regarde,
Qui? Merde, Elsa, dit-il. Elle avait traversé la France dans une voiture de l'ambassade du Chili pour arriver jusqu'à Aragon. Elle le retrouve par miracle parce qu'elle avait remarqué, avant qu'il parte au front, que l'insigne de cette division, c'était le soleil d'Austerlitz. Ça en dit long. Et elle voit un officier qui était là, auprès d'une voiture, qui avait le soleil d'Austerlitz. C'était le général qui commandait l'armée, Langlois. Elle s'avance, et elle dit, monsieur, je cherche mon mari. Ah bon, qui est votre mari? Aragon. Je connais que lui. Allez à tel endroit, il est là. Enfin, vous voyez, dans la vie d'Aragon aussi, ce qui me frappe, c'est que c'est un perpétuel roman. Ah oui. C'est un perpétuel roman. Presque une série télé. J'en passe. Imaginez-vous que le jour de l'armistice, il y a un dernier combat, puisqu'après les combats s'arrêtent, auquel participe l'unité à laquelle il est rattaché comme médecin, avec un autre médecin qui s'appelait le docteur Lévy. Et l'officier qui commande la troupe qui essaie de résister aux Allemands, c'est monsieur Guy de Rothschild, qui était officier, il commandait, et tous ces gens venaient de Saumur. C'était la cavalerie, les chars. Et alors, Aragon soigne les blessés de monsieur de Rothschild, et puis ils montent tous se coucher dans une chambre, dans un hôtel réquisitionné. Et là, monsieur de Rothschild raconte dans ses mémoires: j'ai pris la plus grande leçon de politique de ma vie. J'étais jeune, je ne m'occupais que des affaires et des plaisirs, je ne m'intéressais pas du tout à la politique, et pendant 2 heures, Aragon m'a expliqué tout ce qui allait arriver, l'antisémitisme, Pétain, la collaboration, etc. Je n'ai jamais oublié. Eh bien, c'est vrai, j'ai retrouvé dans les archives d'Aragon, 10 ou 15 ans après la guerre, une carte de Guy de Rothschild qui lui envoie ce mot: mon cher camarade, entre officiers, mon cher camarade, je n'oublierai jamais la leçon de politique que vous m'avez administrée le temps de juin 40. Voilà. Alors, Aragon. Ouais. Dans un roman, une série, un film, enfin plusieurs films, arrive le temps de la résistance, là, puisque alors l'armistice, vous l'avez dit, beaucoup des intellectuels partent, des artistes et des intellectuels quittent la France, et lui et Elsa disent: nous, on reste là, et on va se battre, et on va voir. Aragon était un patriote. Dans sa jeunesse, il était nationaliste. Il était impensable pour lui de quitter le territoire français. Mais le plus extraordinaire, c'est quand même Elsa Triolet. Voilà une femme qui est russe, juive, et la Kagan, son vrai nom. On a dans les archives des avis de recherche de la Gestapo, chercher la juive et la Kagan, dit Elsa Triolet, et la ramener à tout prix. Femme d'un communiste en vue, puisqu'il dirigeait un jour le grand journal du soir communiste, elle refuse de partir aux États-Unis quand le conseiller d'ambassade américain Valerian Fry le lui propose. Elle reste avec lui. Ils restent tous les deux sur le territoire et ils décident de n'être clandestins que si on ne peut pas faire autrement. Ils restent à visage découvert pendant 2 ans. Même si le parti, quand il les a retrouvés, leur dit: il faut arrêter ça, prendre des mesures. Non, non. Aragon, c'était un homme aussi qui défiait le sort d'une certaine façon. Il y avait chez lui une aura, une volonté exceptionnelle. Pendant la guerre aussi, il va à l'enterrement de sa mère, qui est dans la région de Toulouse, qui meurt, et il rencontre, par le plus grand des hasards, son ancien secrétaire, Boris Statsliski, qui a été un grand ami à moi et qui m'a raconté beaucoup de choses sur Aragon. Il parle, et Boris Statsliski n'a de cesse qu'il n'obtienne l'adresse d'Aragon. Aragon lui dit, pof, il lui écrit. Ils sortent, Statsliski est arrêté dans la rue, c'est un communiste, par un commissaire français, fort heureusement, qui l'emmène au commissariat, l'interroge pendant 2 heures, et Statsliski ne pense absolument à rien qu'à détruire ce papier. Il obtient d'aller au WC, il détruit le papier. Il sera emprisonné, déporté, il revient de Buchenwald en 1945. Aragon est là avec Elsa Triolet au comité national des écrivains qui était en face de l'Élysée. Là, il est au comble du triomphe, c'est le roi et la reine, toute l'intelligence française les applaudit, et Statsliski, va maigri, arrivant des camps,
s'approche de lui, Aragon le reconnaît, bonjour, et il trouve un instant pour lui raconter l'événement. Quelle chance, j'ai pu détruire ce papier. Et Aragon le regarde du haut, il dit, tu vois mon petit, je savais que rien ne pouvait m'arriver. Alors, justement... Je raconte quand même encore pendant la guerre, oui. À Lyon. Il est à Lyon, il fonde le oui. Comité national des médecins, avec le professeur Debré, le professeur Valéry Radeau, etc. Il avait beaucoup d'audience dans ces milieux. La réunion de la fondation du comité résistant des médecins a lieu dans un hôpital de Lyon, et le rendez-vous est pris, mettons pour 6 heures, j'en sais rien, avec couvre-feu. Aragon est en retard, parce qu'on ne se déplaçait pas comme on voulait à l'époque. Il était à ce moment-là clandestin, caché dans un village de la Drôme. Alors, que faire? Il a pris la précaution quand même de se munir d'une mallette, d'un stéthoscope et de tout l'appareillage du médecin. Il voit passer une voiture d'officiers allemands, il lève la main, il les arrête. Et dans l'allemand qui était le sien, j'ai souvent vanté de ce côté-là, je dois dire que son allemand n'était pas terrible. Il était très littéraire, enfin il parlait comme Goethe ou Schiller. Évidemment, les officiers de la Gestapo parlaient un langage plus vulgaire. Et alors Aragon s'explique, il dit, je suis médecin, je suis appelé en opération, pouvez-vous m'amener à l'hôpital? Et le pont allemand le fait monter immédiatement dans la voiture et l'amène à l'hôpital pour fonder le Comité national des médecins résistants. Ça c'est Aragon. Oui, alors sur les années de résistance, ils vont quand même en baver. Hein, ça se passe pas comme ça. Aragon et Elsa. Il y a, avant que vous le disiez, ils reviennent à Paris. Ils sont le roi et la reine. Ça ne va pas durer longtemps d'ailleurs. Non, mais c'est en 44. Pas vraiment. Mais là, alors je sais pas, peut-être à partir de leur parcours, ils vont dans le Midi, ils vont à Valence, ils se cachent. Ils vont d'abord à Carcassonne. Puis ils quittent, parce qu'il y avait plein d'intellectuels qui étaient réfugiés là, les Gallimards y passaient. De Carcassonne, ils vont à Nice, parce que tout Paris intellectuel était à Nice à l'époque, comme le tout Paris politique était à Vichy. Donc c'était l'habitude, ils retrouvent plein de gens, il y avait une librairie avec des gens qui connaissaient, les Abraham, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Et puis éventuellement, on pouvait communiquer rapidement avec la Suisse. Voilà, ils prennent tout un tas de précautions jusqu'à ce que le Parti communiste leur dise maintenant, fini de rire les enfants, il faut entrer dans la clandestinité, mais ils ne font cela qu'après l'entrée des Bersaglières et Italiens en novembre 42 à Nice. Jusque-là, ils se baladent à village découvert. J'ai trouvé des rapports de police, il faut bien dire, assez indulgents. C'est-à-dire que dans les policiers, il y avait aussi des résistants ou des sympathisants qui disent bon, on n'a rien trouvé, il vit très modestement, il ne reçoit personne, ne téléphone jamais, etc. Et puis il va à Paris. J'ai essayé de reconstituer comment, alors là c'est évidemment un épisode politique sur lequel je m'avance parce qu'il n'y a pas de documents. J'ai fait à travers des textes, à travers une confidence de Jacques Duclos d'autrefois, etc. Il va réorienter la résistance communiste parmi les intellectuels. Jusque-là, c'était Politzer et quelques autres. Georges Politzer était un philosophe brillant, qui s'était fait remarquer avant-guerre. Mais Politzer sortait un journal, quel courage, l'Université libre, qui s'en prenait ouvertement à ce qui était la philosophie obscurantiste, non marxiste. Il descend en flamme Bergson. Or Bergson, le philosophe, portait l'étoile juive. Alors Aragon, informé de ça, pique une colère à la Aragon, car il piquait des colères homériques, et il dit mais on est fou, où va-t-on avec ça? Il rentre à Paris, et là il y a un conciliabule que j'ai à peu près reconstitué dans une maison où il se retrouve avec Politzer, qu'il admirait beaucoup en même temps, 2 ou 3 autres, Daniel Casanova, l'héroïne connue, qu'il connaissait personnellement très bien, j'en ai trouvé une preuve dans la correspondance, et 1 ou 2 autres dirigeants, et probablement Elsa Triolet. Et puis il discute, il explique à Politzer qu'on est très mal orienté, qu'il faut faire le rassemblement de tous les intellectuels, qu'il faut s'unir avec les catholiques, tendre la main, les juifs, qu'il n'est pas question de critiquer un philosophe juif, qu'on devait être à côté de lui, etc., etc. Et je crois qu'à ce moment-là, après une journée de discussion, Daniel Casanova, qui était la seule à connaître la planque de Jacques Duclos, chef de la résistance communiste en France,
part, explique à Jacques Duclos la position d'Aragon, sans doute très honnêtement, puisqu'elle avait partagé celle de Politzer. Elle revient, et Jacques Duclos a dit « c'est Aragon qui a raison ». Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On fonde le journal Les Lettres françaises et le Comité national des écrivains. Aux Lettres françaises, on place Jacques Decour, un prof communiste, très engagé, brillant, germaniste, qui est rapidement pris, fusillé, il disparaît, mais la chose a été lancée. Et au Comité national des écrivains, Aragon dit « je ne peux pas faire ça tout seul, il me faut un allié ». Alors, il rencontre le nommé Jean Paulhan, qui était un écrivain, un homme assez complexe, qui travaillait chez Gallimard, qui avait son bureau en face de Drieux-La Rochelle. Mais bon, c'était ça aussi l'occupation. Et Aragon cherche, ils vont voir Georges Duhamel, qui était réputé homme de gauche, qui les envoie promener complètement. Et Aragon dit Mauriac. Il y avait chez Aragon toujours cette idée. Il a eu une période d'anticléricalisme virulent dans sa jeunesse, mais après il dit il faut travailler avec les chrétiens. Ils ont des valeurs, etc. Et bon, contact est pris avec Mauriac, un révérend père, et Mauriac et Aragon lancent le Comité national résistant des écrivains. Et Aragon n'oubliera jamais Mauriac. En 1967, je me trouve chez lui chargé par la direction du PC de lui faire lancer un appel contre la guerre du Vietnam. Bon, cet appel est rédigé dans des conditions que je ne raconte pas ici, très compliqué. Et puis, après, il dit à Aragon, alors qui signe? Il y a toi et puis qui? Elsa, bien sûr, mais ça n'apportait pas grand-chose. Hein. Il en faut un autre. Alors, on les passe tous en revue, jusqu'à minuit. Beckett, enfin, je passe. Il les récuse tous. Mon petit, celui-là, mais il est chiant. Mais mon petit, celui-là, tu veux lui faire confiance? Enfin, et tout d'un coup, il me vient l'idée, Mauriac. Il dit, mais bien sûr, Mauriac. Et Mauriac a signé avec lui la résistance, la main tendue. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Voilà, je vous résume les choses. J'ajouterai une chose. Dès juin 40, quand tout est débandé, que tout le monde fait l'éloge de Pétain, sauf quelques-uns, que les communistes, on ne les entend pas. Aragon, avec le docteur Lévy, qui était avec qui il collaborait dans la division comme médecin, fait la liste des officiers de la division qu'on pourrait éventuellement recontacter pour une résistance armée. C'est-à-dire que lui, il ne demande pas l'avis du parti, il raisonne, il dit il faut se battre et on continue. Ce qui lui vaudra étrangement d'être suspecté par la direction communiste de trop en faire, de prendre des risques, de ne pas suivre la politique prudente du parti, et il est même dénoncé à Moscou pour avoir publié dans le Figaro, vous vous rendez compte, un poème célèbre, Les lilas, les roses, où il montre les tankistes français montant au combat, debout dans leur tourelle, pour aller affronter les chars allemands. Et alors là, il y a quelques dirigeants communistes français qui disent mais militariste, collabore avec les militaristes. Et la troisième strophe, c'était l'éloge du christianisme et la main tendue, en plus clérical. Il est dénoncé à Moscou, qui donne pas suite d'ailleurs. Mais enfin, vous voyez qu'il y a une période extrêmement compliquée où pour Aragon, c'était la ligne droite. Il appliquait une politique de résistance rassembleuse, nationale, et il s'y est tenu jusqu'au bout, et il a mené dans la partie de la direction communiste clandestine qui était chargée des problèmes de la culture et des intellectuels, un combat dont il est sorti victorieux. Il a imposé une ligne. C'est aussi une intelligence extraordinaire, parce qu'après, tout le parti, dans tous les domaines, va emboucher la même trompette, créer, hélas, n'ont pas déposé à l'époque le mot, ce qu'on a appelé le Front National, c'était un Front National pour la libération de la France, et se rendre auprès de De Gaulle pour dire à De Gaulle, on marche avec vous, alors qu'au début, on est très, très méfiant, un général, anglophile, qu'est-ce que c'est que ce type, etc. Et pour aller voir De Gaulle, le parti envoie à Londres un homme qui venait de s'évader
du camp de concentration de Chateaubriand, où Pétain avait pris pour les livrer aux Allemands 20 otages à peu près, dont Guy Môquet. Et De Gaulle a été toujours très ému par la mort de Guy Môquet. Il y a une lettre de Gaulle au père de Guy Môquet, c'était le député communiste du nom de Prosper Môquet, où il dit « Je sais ce que c'est qu'un enfant de Gaulle ». Et alors, ce Fernand Grenier arrive dans un long couloir au siège de Gaulle à Londres, un officier est là, l'annonce, De Gaulle arrive au bout, écrit « Voici la France ». Quand même, il s'est passé des choses. Quand j'ai rencontré le colonel Guelton, qui dirige le service historique de l'armée à Vincennes, il m'a invité à manger, ça va vous faire drôle, et il m'a dit, entre vous, les communistes ou ex-communistes, et nous, les gaullistes ou ex-gaullistes, il n'y a rien dans ce pays. Comme ça avait été dit par Malraux. Alors, vous avez évoqué les martyrs de Chateaubriand. On en profite pour dire à Michel Onfray que quand il raconte que Guy Môquet était un collabo, c'est une saloperie de dire des trucs comme ça, mais il l'a dit autant qu'il a voulu à France Culture l'été dernier. Ça nous mettait en colère régulièrement. Enfin, vous me disiez, il faut pas l'écouter, ce type. Et moi, je bondissais. Il a passé, Michel Onfray, l'été dernier, sur France Culture, tous les soirs pendant 1 heure, à dire que le Parti communiste avait collaboré pendant la guerre. Même s'il y a eu des moments délicats, c'était pas tout à fait ça quand même. Et attaquant en particulier Guy Môquet. Naturellement, je raconte l'histoire où la direction du Parti communiste à Paris en juillet 40 fait des démarches auprès de l'ambassadeur allemand pour obtenir la réparation de l'humanité. Oui, alors ils y vont très... Voilà, vous le racontez même bien en détail, la démarche auprès des autorités allemandes pour faire reparaître l'humanité. Cette démarche de Moscou a été condamnée par Torres, Marty et tous ceux des dirigeants français qui étaient là-bas et qui disent faute très grave. Alors je regarde mon papier et je gère le temps pour qu'on ait le temps de... Oui, je vais être plus bref. J'ai dit beaucoup de choses là. Mais non, vous avez dit des choses très bien, voilà. Puis, écoutez, après tout... Oui, achetez-le. Je vois pas pourquoi je me fatigue. Oui. Saint-Donat, c'est le dernier village où ils sont pendant la période de... Oui, ils sont perdus là, ils sont au bout du monde. Ils sont cachés dans un village, Saint-Donat sur l'Herbasse, et le petit-fils de la dame qui l'a hébergé, il était communiste naturellement, tout ça a été organisé par le parti, c'était plus sérieux, vit encore, je l'ai rencontré, il a un souvenir de tout ça. Alors, j'ai rencontré aussi, je pense qu'il est mort maintenant, l'officier des FTP, les unités combattantes clandestines du PC, qui était chargé de la protection d'Aragon, sans savoir qui c'était. Et il m'a dit, tu sais, camarade, nous voyons bien que c'était un grand personnage, une huile. On ne savait pas s'il était du parti ou si le parti le protégeait. Mais franchement, un peu arrogant. Ça, c'était Aragon. Aragon, donc, on a évoqué tout ça, l'axe communiste chrétien, etc. Donc, le retour, on l'a dit, c'est le poète de la nation, c'est le roi et la reine, le retour à la libération, mais ça ne dure pas. Très vite, il y a les déchirements qui commencent, et puis quelque chose de complètement inattendu. Que vous avez trouvé. Ah oui, je veux dire aussi que Pierre, quand il dit j'ai rencontré le capitaine, j'ai rencontré la dame, il a fait un boulot aussi sur le terrain de recherche extraordinaire. Vous êtes allé partout, oui, mais enfin, vous avez recoupé surtout. C'est les archives et les témoignages. Vous avez recoupé, je sais pas quoi, il faut être patient. Bon, il y a le fonds CNRS des archives à Aragon. Il y a également son musée dans la région parisienne, à Saint-Arnoux. Vous êtes même allé regarder dans sa bibliothèque ses livres, tous les livres, et voir si toutes les pages étaient coupées. Et celles qui n'étaient pas coupées, pour vous, c'était des sujets que ça n'intéressait pas. Je me suis aperçu qu'il n'a jamais lu le Capital. Bon, voilà. Donc ça, c'est le travail de biographe extraordinaire. Ouais. Bon, alors oui, donc ça se passe pas très bien. Mais c'est-à-dire, il y a les déchirements dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la gauche, dans le pays, et puis, il y a cet autre phénomène, c'est que moi, j'avais pressenti une fois, en parlant avec Garaudy, et qui là m'est apparu en étudiant les archives, la presse, les jeunes communistes intellectuels qui ont 20, 30 ans de moins qu'Aragon sont séduits par Jean-Paul Sartre, qui entre nous n'a pas fait grand-chose dans la résistance, et disent Aragon c'est un grand personnage, c'est un grand poète, mais papy au musée.
il nous faut quelque chose de plus neuf. Et là, il y a une fracture générationnelle telle que Aragon, il y a une espèce de cabale non dite contre lui. Et c'est Thorez qui, au bout d'un certain temps, fin 46, dit maintenant ça suffit, il règle le problème. Lui, Thorez, c'est pas qu'il donnait raison à l'un contre l'autre. D'abord, il admirait Aragon, et surtout, il n'y avait pas d'histoire. Mais il y a eu un moment difficile pour Aragon, et j'essaie d'évoquer, je suis sûr qu'il y aura des travaux beaucoup plus poussés. Dans plusieurs questions, j'ouvre des pistes qui n'ont pas encore été explorées. Je suis sûr que les historiens de la littérature et les historiens tout court travailleront là-dessus, trouveront des choses que je n'ai pas vues. Il y a les rapports entre Aragon et Sartre, qui sont exécrables, mais qui résultent en réalité d'une opposition philosophique, ça c'est certain. Aragon détestait l'existentialisme, je montre que c'était le cas général parmi les philosophes communistes, mais aussi il y avait une rivalité. Sartre a réussi un coup extraordinaire qui est d'apparaître comme le maître de la jeunesse à la Libération, alors c'est Aragon qui aurait dû être l'aspirateur des jeunes. Et là, Aragon a échoué. Il en est très amer. Il a été accusé d'avoir pratiqué l'épuration dans la République des lettres. J'ai essayé de faire une mise au point. Oui. On dit, alors là, les historiens, c'est souvent comme ça, pas les très grands, parfois, ils recopient ce qu'ils trouvent, sans vérifier, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout vérifier. Moi-même, je n'ai pas tout vérifié. Il y aura certainement des erreurs contestées ensuite. Mais généralement, même Michel Vinocq, Aragon, le grand épurateur, c'est le contraire. Aragon, il part d'un principe, 1, il faut refaire l'unité nationale le plus possible, 2, c'est quand même pas les écrivains les plus coupables. Et lui, il dit, on ne dit rien au préfet, au sous-préfet, Papon, on ne dit rien aux hommes qui ont fait la collaboration économique, les pires propositions à Hitler, qui s'en sont mis plein les coffres forts, et on attaque quelques écrivains. Et Aragon modère l'épuration des écrivains le plus possible. Il sauve la mise à un certain nombre de gens. Par exemple, ça vous étonnera peut-être, Maurice Chevalier, le chanteur, c'est qu'un chanteur. Jean Cocteau, très compromis pendant la guerre. Bon, il dit c'est un ludion, ce qui était vrai. De ce point de vue, Cocteau ne comprenait pas bien la politique. Il aurait dû quand même s'abstenir d'adorer Arnaud Breker, le grand sculpteur nazi, etc. Il sauve des gens, naturellement, il est pour quelques condamnations, notamment Brasillac. Mais ceux-là avaient des fautes politiques directement. Par contre, des gens qui passent pour des tendres, des doux, Éluard, féroce, Vercors, qui plus tard fera des reproches à Aragon, Vercors, science de la mer, très dur pour l'épuration des écrivains. Et je trouve la raison. Ce ne sont pas des politiques comme Aragon, ce sont des moralistes. Ils se battent pour les valeurs morales. On est intransigeant. Il a collaboré, il a écrit un sale article, qu'il soit puni. Aragon dit, allez, l'histoire jugera, laissez faire. Vous voyez, il défend Colette, enfin, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont plus ou moins compromis. Mais que voulez-vous, Aragon, moi je m'en souviens, quand on évoquait, je sais pas, Daniel Darieux ou des gens comme ça, qui sont allés en Allemagne, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, hein, ils cherchent le succès partout, pauvres gens. Il les regardait de haut en disant, c'est pas eux qu'il faut fusiller. Alors, tort ou raison, aujourd'hui on est contre la peine de mort. Mais c'est vrai que l'étiquette qui lui est collée d'épurateur en chef est tout à fait fausse. Là, je peux rétablir un fait historique. Vous avez les éléments et vous les donnez. Alors, on passe sur l'affaire des moutons arc-en-ciel. On va rentrer dans la guerre froide, là. Là aussi, il va être, là encore, en première ligne, très actif. La guerre froide, ça rigole pas. Il fait des bêtises, là. Oui, nombreuses. Il fait des bêtises. Il en rajoute. Le portrait de Staline, peut-être. L'affaire du portrait de Staline, elle est très... vous la lirez. Non. Vous la lirez. L'affaire du portrait de Staline. Si, Staline meurt en 53, début 53, et on apprend la nouvelle
comme ça, les lettres françaises, le grand journal dirigé par Aragon, doivent paraître le lendemain. Que faire? Aragon envoie un télégramme à Picasso, il dit fais-moi un dessin. Il téléphone à Joliot-Curie, le physicien, il dit fais-moi un article. Il se fend lui-même d'un article. Bon, tout ça paraît en première page des lettres françaises, avec un dessin de Picasso qui est arrivé alors que le journal était à l'impression. Aragon ouvre l'enveloppe, voit une espèce de dessin, un crowbar, hein, il dit « Bon, allez, hop !» et ça passe. Alors là, le lendemain, incroyable tollé. Ça commence par les journalistes de l'Humanité et de l'hebdomadaire communiste France Nouvelle, qui étaient logés dans le même bâtiment. Le crime de lèse-Staline. Sacrilège. On avait touché au sacré parce que Picasso, qui ne savait pas comment faire le portrait de Staline, ça en dit long d'ailleurs, m'interroge, parce que Picasso, vous lui donniez un crayon, un papier, 1 minute après, vous aviez le portrait de Breton, d'Henri Martin, de Jacques Duclos, etc., avec l'essentiel dégagé en quelques coups de crayon. Staline n'y arrivait pas. Il marne, il gratte, il déchire du papier. Malheureusement, il l'a déchiré. On n'a pas les crowbars. Et il cherche, il se fait montrer des photos, on lui envoie des photos de Paris. Je pense que dans son instinct, son subconscient de Picasso qui perçait les hommes à jour, quelque chose ne le mettait pas à l'aise avec Staline. Alors il change Staline. Il le présente en buste grec, jeune Staline, comme Brutus, et quelques coups de crowbar, ça il sait faire. Seulement, alors, le parti, hein, c'est illisible, c'est insultant, et alors réunion du comité central, lettre de dénonciation d'Aragon, etc. Et je peux même prouver que un membre du bureau politique, que j'ai bien connu, qui a vécu longtemps, François Billoux, écrit, car je l'ai retrouvé, l'autocritique d'Aragon. Aragon revient, il était parti dans sa propriété en campagne, il revient, furibard évidemment, mais démoli, parce que lui, il ne voulait pas être rejeté par le parti. Ça, il voulait la reconnaissance du parti. Et alors, il arrive et il retravaille la dactylographie de son autocritique, mais évidemment, c'est Aragon. Il trouve le moyen d'y mettre un post-scriptum qui dit le contraire. Avec la virtuosité d'écrivain qui était la sienne. Mais tout de même, quelle honte. Et surtout, il y a des tas de gens qui ont envoyé des lettres pour protester contre ce portrait infamant, sacrilège, et qui critiquent Picasso. Qu'est-ce que le parti fait l'éloge de Picasso, à part la colombe du mouvement de la paix? Il faut le mettre à la raison, qu'il apprenne à dessiner, dit-il. Hein? Il ne sait même pas dessiner. Et ces textes, je connais pas mal de gens, je les ai bien connus, qui les ont signés. Il y a des professeurs, il y a un secrétaire du SNES, etc. Ça en dit long sur l'inculture et le fait que le Parti communiste n'était pas préparé à la modernité culturelle. Voilà, j'en dis pas plus. Là, il y a toute une réflexion à faire, mais enfin, pour la première fois, le dossier intégral est produit. Alors, on va passer sur... Ça, je pense que quand les journalistes vont l'avoir repéré, oui, ça va faire couler un peu d'encre. Oui, mais c'est l'occasion aussi de dégommer Aragon. Enfin, on tire sur lui de tous les côtés. Aragon va voir. C'est vraiment dégueulasse. Alors, sur le... Parce que je raconte avant, il y avait déjà des histoires. Oui, Maurice Thorez était malade en URSS, et on en profite pour dégommer Aragon. Enfin, bon, vous verrez, c'est tout un contexte. Tout est raconté. Et alors, on passe sur le rapport Khrouchtchev, l'Algérie. Rapport Khrouchtchev, l'affaire du monument. Aragon a été démoli par les révélations, mais en même temps, il savait déjà beaucoup de choses. Hein. Mais que fait Aragon? C'est que quand Thorez... Alors, quand il y a eu cette histoire du portrait de Staline, c'est un événement prodigieux. Hein. Tout le parti est secoué, etc. Et on informe Thorez, qui était toujours malade à Moscou, qui dit « Je rentre ». Il rentre, et à l'arrivée de l'avion... Et Aragon était là pour l'accueillir, et il lui dit « T'étais pas obligé de signer, hein. À ta place, j'aurais pas fait mon autocritique. » Donc là, le ton va changer très vite. Et Thorez se bat. On le voit, Jacques Duclos, on voit bien que Thorez avance, et il donne raison à Aragon. Et Aragon se dit, en son fort intérieur, si jamais Thorez disparaissait, ça serait une catastrophe. Ce parti n'est pas encore assez mûr
pour l'ouverture culturelle, etc. Et il soutient Thorez mordicus, y compris quand Thorez, en 1956, ralentit la déstalinisation. Et là, évidemment, ni l'un ni l'autre n'ont rendu vraiment service au mouvement communiste. Si Thorez et Aragon avaient pris le taureau par les cornes et dit faut en finir avec toutes ces vieilles pratiques staliniennes, etc., peut-être que ça aurait changé le cours des choses. Mais là, pourquoi Aragon a-t-il fait ça? Parce qu'il s'est dit les autres c'est encore pire. Ça n'empêche pas d'avoir une brouille avec Thorez, dont je révèle l'existence, ayant retrouvé une décision secrète du bureau politique de ne pas soutenir, voire de combattre, un roman écrit par Elsa Triolet au même moment, je crois que c'est le seul bon roman qu'elle a fait, qui s'appelle Le Monument, et qui est l'histoire du secrétaire d'un parti communiste dans un pays de l'Est qui ressemble beaucoup à la Tchécoslovaquie, à Prague, et ce type se suicide, etc. Ça montre les problèmes de la culture chez les dirigeants du Parti communiste. Thorez le prend très mal, les autres le prennent très mal, et ils sont au bord de la rupture, Aragon et Thorez. Et Thorez lui dit, Aragon lui dit, je ne te le pardonnerai jamais. Alors autant Aragon jusque-là avait soutenu Mordicus Thorez, autant Thorez décide de soutenir Mordicus Aragon, et on voit ce couple se former, le dirigeant politique, le grand écrivain du parti, jusqu'au bout. Tout ça n'a pas été unilatéralement favorable au développement du Parti communiste en France. Beaucoup de retards ont été pris, il aurait fallu faire, comme les Italiens, dépoussiérer beaucoup plus vite tout ça. On passe sur l'hécatombe des Rossignols, on arrive à la fin, sur... C'est une expression d'Aragon, l'hécatombe des Rossignols. C'est les poètes qui sont morts. Il a un immense poème qui est repris par Jean Ferrat, mais il y a une trentaine de poètes du monde cités par Aragon, il n'y en a plus que 6 chez Ferrat. L'hécatombe des Rossignols, c'est tous les gouvernements, tous les États, toutes les classes dominantes liquident leurs poètes, parce que les poètes révèlent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et alors, dans cette longue litanie, il n'y a pas les poètes soviétiques. Mais après, il va défendre Solzhenitsyn, etc. Je raconte un peu. On passe sur mai 68 et les étudiants. Enfin, bon, on en a parlé. 2 minutes où vous allez le voir quand même, parce qu'il veut faire quelque chose, il veut écrire un article. Je me souviens pas là. Oui. Bon, quand ça éclate, l'affaire au quartier latin, il fait un article dans un numéro spécial des Lettres françaises, son journal. Alors on va le décrocher, me dit. Écoute, il est très énervé, va le voir. J'étais très bien avec Aragon. J'arrive, Aragon me dit, mon petit, le numéro est bouclé. Ça l'empêche pas de me lire tout le numéro. Et finalement, je n'ai pas trouvé ça effrayant. Ça a passé, c'est très bien. Mais par contre, je me fais faire la morale par Elsa Triolet, qui me donne une leçon de révolution. Voilà, c'était une période difficile. L'Union de la gauche et Georges Marchais, il y a des tas de pages. Vous avez retrouvé quoi? C'est un discours qui fait où il parle à Georges Marchais, de Georges Marchais. En 1905. Alors Aragon s'engage à fond pour l'Union de la gauche, mais à fond, sans la moindre réserve. Même il fait un nouveau récit des journées de février 1934 à Paris, les journées antifascistes, où il met en épingle l'Union, le cortège socialiste, ce qui est vrai, qui rejoint la manifestation où les communistes entassaient mort sur mort. Il y a eu 6 morts communistes, ou 7. Et là, un cortège socialiste de la Fédération de Paris apparaît tout d'un coup au boulevard Magenta, et ce sont les premières actualités pâtées. C'est saisissant. On voit l'image de ces socialistes qui apparaissent en criant unité, unité, je sais pas quoi, alors que les communistes sont en train de se faire tabasser par la garde mobile à cheval, et les communistes laissent tomber les flics, se précipitent et crient « Les socialos !» Ça, il y a un moment, et ils montent ensemble sur des bancs. Enfin, Aragon raconte tout ça en disant « C'est le plus grand moment de ma vie. » Il était journaliste, là, c'est ça, en même temps. Il y était, il était comme journaliste à l'Humanité. Oui, alors donc l'Union de la gauche à fond, et Marchais, qu'est-ce qu'il en pensait? Lui, tout à l'heure, un de nos amis m'a dit, et Pierre Juquin, qu'est-ce qu'il en pense de Georges Marchais? C'est toujours l'énigme, mais lui, Aragon, qu'est-ce qu'il en pense? Je crois qu'Aragon, au début, n'aimait pas Marchais. L'inculture, la brutalité, les colères, l'ouvriérisme appuyé, il se méfiait. Et puis, en 1973... Marchais se présente
pour la première fois aux élections législatives dans une circonscription du Val-de-Marne autour de Cachan. Et il sera élu, bien sûr. Et on organise, je ne me rappelle plus très bien d'ailleurs, c'est Fitterman. On appelle Aragon, on lui dit « Veux-tu venir mettre ton poids pour soutenir Georges Marchais ?» Il faut bien dire que ça avait été un peu difficile, parce que Marchais se présentait dans la circonscription, qui était depuis la Libération, ou presque, celle de Marie-Claude Vaillant-Couturier, une héroïne de la Résistance, qui avait été le grand témoin français au procès de Nuremberg. Évidemment qu'Aragon, Aragon pouvait être, comme certains d'entre nous, un petit peu sensible au fait que le passé de Georges Marchais était peut-être pas très bien éclairci. Finalement, c'est pas grand-chose sur tout ça. Et on a besoin qu'Aragon ait la discipline. Premier réflexe d'Aragon, c'est le secrétaire général du parti. On l'a élu, je viens. Il vient et je publie in extenso son discours que j'ai retrouvé dans ses archives manuscrites. Alors il commence à parler de lui, de son histoire, de l'union de la gauche, du Front populaire, il en rajoute l'union de la gauche. Et puis vers la fin, il dit « Ah oui, je suis venu pour vous parler de Georges Marchais. » Ça, c'était Aragon. Et bon, je ne vous cache pas, au début, je ne l'aimais pas. Hein. Mais maintenant, je l'ai découvert. Hein. Ah, il a fait des grands progrès. C'est un homme très bien, votez pour lui. Voilà. Je résume. Hein. Rapidement, mais c'était l'esprit, bien sûr. C'est génial. Mais Marchais est touché jusqu'au plus profond de lui-même. Et ce type qui était apparemment brutal, c'était aussi un grand sensible. Vous savez, moi, je compare Marchais à Jean Gabin dans les films d'avant-guerre. Un cœur gros comme ça et une brutalité de macho bien sentie. Le jour se lève, vous voyez. Et Marchais a été très touché. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il pense à Aragon avec émotion. Et 2 mois avant sa mort, on m'a raconté, j'y étais pas, il est déjà très affaibli, il se rend sur la tombe d'Aragon. Voilà. Et quand Aragon, après la mort d'Elsa Triolet, j'ai fait un chapitre là-dessus, je sais déjà par quelques coups de téléphone que ce chapitre est généralement lu le premier par les gens qui lisent le livre. C'est pas bien. C'est le chapitre de la vieillesse d'Aragon après la mort d'Elsa, où je donne une petite description sobre de la vie d'Aragon homosexuel. Et je cite même quelques-uns de ceux qui l'ont bien connu à ce moment-là, parmi lesquels notre compatriote Renaud Camus, ou encore un photographe qui a fait parler de lui à propos de Madame Bettencourt. Voilà la vie d'Aragon. Hein. Moi, j'ai vu Aragon, habillé en vert, je ne saurais pas dire si c'est épinard ou salade, se rendre à une première de Léo Ferré. Hein. À ce moment-là, il a un grand chapeau au vent, il se baladait la nuit avec un blouson noir ouvert sur sa poitrine découverte, enfin, fou. Hein. Il a été entouré aussi, et par le parti, et par son très proche Jean Resta, un bon poète français, qui a évité le pire. Voilà, j'essaye d'évoquer ça. Oui, je crois que sur je vous coupe, mais sur l'épisode, l'homosexualité, il y a eu un truc qui a fait du sensationnel d'un monsieur que vous connaissez très bien, l'auteur de ce livre. Bon, ça a été sensationnel, ça a fait du sensationnel sur la bisexualité, l'homosexualité, les partous peut-être d'Aragon, mais enfin, il y a beaucoup plus de choses dites de façon plus délicate dans le chapitre que vous lui consacrez parce que je nomme un certain nombre des éléments. Voilà, et vous donnez des éléments précis. Voilà, et y compris qu'il a pissé sur le monument. Sur quel monument aux morts il a pissé Toulon. Alors là, il est la nuit avec Max Ernst, le peintre surréaliste. Il a quel âge là? Ils sont tous les deux pas loin de 80 ans. Ouais. Ils se retrouvent à Toulon le soir, ils se baladent sur le boulevard Toucasse à Toulon et ils vont tous les deux pisser sur le monument aux morts. Le surréaliste Dada, et ils sont coincés par une patrouille de police. Naturellement, le préfet affolé qui dit arrêtez, libérez-les tout de suite. C'est une anecdote. Alors, la fin donc. Je pense, au point de vue de sa sexualité, il était probablement bisexuel. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il était exclusivement homosexuel. On peut supposer qu'il a eu, sans que ce soit prouvé, une relation homosexuelle avec Drieux-La Rochelle, par exemple. Pendant la guerre, il y a une petite histoire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est probablement ce qui inspire la brouille provisoire avec Elsa Triolet, d'où naît le poème « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et il faut chercher aussi.
Mais en même temps, il a des histoires d'amour féminine extraordinaires. Ah oui. Avec Nancy Goddard, avec une danseuse allemande qui s'appelait Lena Amsel, et d'autres encore, avec R de Lanux, dont on a retrouvé les notes, le journal intime qui est chez elle là-bas aux États-Unis. Elle est morte à plus de 100 ans. Et fait stupéfiant, elle raconte ses nuits avec Aragon, la façon dont il faisait l'amour, exactement comme Aragon, sans nommer la personne, dans la fiction poétique, raconte les choses dans Le Paysan de Paris. C'est que la part du biographique est souvent très forte. Chez ces hommes-là, comme Hugo aussi, la part du biographique est constante. Ils sont là, au centre de tout. C'est des grands fauves. Voilà, alors, Aragon, je crois, bisexuel, il était capable de se mettre dans la peau d'une femme. Peut-être d'ailleurs, alors moi j'ai pas fait cette hypothèse, mais je la suggère, une sorte d'écrivain à tableau. Entre Breton et lui, ça a été peut-être pas seulement littéraire et politique. Parce que peut-être qu'Aragon, féminin, était amoureux de Breton, auguste et viril, empereur romain, autoritaire, le pape du surréalisme. Enfin, tous les papes sont peut-être pas d'ailleurs hétérosexuels après tout. Mais Breton était très violemment hostile à l'homosexualité. Probablement qu'il s'est passé quelque chose dans le non-dit, dans l'inconscient, pour être exploré ou pas. C'est d'un intérêt limité, à mon avis, tout ça. J'en parle peu, mais voilà, je peux pas l'éviter. On va terminer la Pierre avec... Il y a un chapitre qui s'appelle La valse des adieux, qui est magnifique. Voilà, si vous voulez en dire un mot en guise de conclusion. La valse des adieux, c'est le texte qu'Aragon écrit en 1972, je crois, quand le Parti communiste, sa direction, j'y étais, décide de s'aborder son journal Les Lettres françaises. On n'est plus argent. On s'aborde la plupart de nos journaux, d'ailleurs. Il reste l'Humanité. Et Aragon a vécu ça comme un drame épouvantable. On aurait peut-être dû sauver ce journal. J'en ai reparlé avec Roland Leroy qui me dit « Mais tu sais bien que c'était impossible. On avait tous les comptes sur la table. Quand on veut. On passe par-dessus. » Mais Aragon l'a vécu comme une tragédie. Ça ne l'a pas empêché de rester attaché au parti, fidèle jusqu'au bout. Un jour, il était très âgé et malade, plus de 80. Et pour ses 80 ans, on fait une fête au bureau politique. Nous sommes là, dans la salle du bureau politique. Le discours d'Aragon, c'est « Merci Georges, le vin était excellent ». Vous savez, il avait des moments un peu faibles vers la fin de sa vie. Et puis, mais il était touché. Et un jour, Marchais lui envoie un énorme bouquet de fleurs. Rista, l'homme qui l'accompagnait tout le temps, son ami, me dit Aragon a pleuré toutes les larmes de son corps. Il était bouleversé. C'était le remerciement du parti, la reconnaissance du parti. Voilà, il a été communiste jusqu'au bout, même en voyant tout ce qui s'était passé. Merci Pierre pour ce voyage avec Aragon. S'il y a une ou deux questions, mais rapidement dans la salle, Pierre y répondra sans doute avec plaisir. Sinon, tout se trouve dans les livres. Puis il va y avoir des conférences à Clermont. Oui, on va en faire une autre bientôt. Il y en a une ou deux autres. Il y a une conférence avec... il y en a 3 de prévues. Je planche aussi au Cercle Pierre Mendès France, mais ça c'est fermé. Il y a une conférence où vous m'interrogerez à Chamalières, à l'Amicale laïque et le temps des cerises. Il y a une conférence à l'Université du Temps Libre. Là, il y a du monde. Et il y aura à la rentrée une conférence du temps des cerises qu'on va animer probablement avec un participant venu de Paris. Enfin, on va parler d'Aragon. Il faut en parler parce que c'est un... Il y a eu un frémissement. Ce livre s'est vendu 3 à 4 fois plus que ce que pensait l'éditeur, qui m'avait dit « Moi, je fais mon devoir, j'enrichis mon catalogue, mais si j'y laisse pas des plumes, la partie est gagnée. » Il a fait 3 tirages depuis. Il y a eu un frémissement qui a dépassé les cercles intellectuels. Les gens dont on peut attendre que ça les intéresse, ceux qui lisent Le Monde ou Le Figaro littéraire. Par exemple, voyant ça, le journal Le Parisien aujourd'hui en France a fait une page entière
sur mon bouquin sur Aragon il y a quelques jours. Ils sont venus vous voir? Ils sont venus à Clermont me voir, m'interroger. Ils ont fait... Ça, c'est un public qui n'est pas le public qu'on attendait. Je trouve ça important, et je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, excusez-moi si je me répète, dans une de ces conférences, quelqu'un a dit on a passé une bonne soirée, loin de la télévision et des débats actuels, ça nous élève. Je crois qu'il y a ce sentiment chez un certain nombre de gens, on veut aller un peu plus au fond des choses et un peu plus haut. Ben, vous nous aurez permis, en tous les cas, cet après-midi, là, c'est facile pour moi de conclure comme ça, vous nous aurez permis de le faire. Pierre, merci beaucoup. Hein. Merci à vous.